Bonjour et bienvenue à la partie 2 de l'activité clinique dénutrition et dysphagie. Je souhaite vous présenter vos volumes de référence ainsi que différents outils d'évaluation clinique afin de compléter un peu la partie présentation audio que je vous ai fait, que je vous ai indiqué juste auparavant. Donc, je vais maintenant partager mon écran. Ici, donc, j'ai ouvert. Donc, ici, si on regarde, je vais commencer. Vous avez toujours dans Pearson RP, ma biblio. Vous avez votre volume de référence soins infirmiers aux aînés en perte d'autonomie et vous avez votre examen clinique de l'aîné qui est l'examen clinique puis le guide de surveillance clinique également. Si on regarde ici, toujours dans votre personne RP, mais le guide d'évaluation clinique, il y a des documents institutionnels qui sont partagés sur le web. J'aimerais porter votre attention peut-être à l'évaluation de l'infirmière de la capacité d'ingestion, qui est un outil vraiment du milieu. On aurait dû aller dans un de ces milieux de stage-là. Donc, ici, c'est le Centre de santé des services sociaux Pierre Boucher, donc le 6 Montérégie-Est. Donc, on voit ici qu'on doit indiquer, bon, l'année, le mois, le jour, l'heure. On adresse au graphique ici. On indique le contexte d'évaluation, si c'est en situation d'admission, c'est en situation aiguë, ou bien s'il y a une indication clinique quelconque qu'on veut ajouter. Dans un premier temps, il y a une évaluation préliminaire qui se fait. Donc, on voit qu'on regarde l'état de conscience et les aspects cognitifs. Par la suite, on va indiquer la motricité et les réflexes. Et donc, vous voyez, hein, on fait faire l'atout sur demande où on demande à la personne de déglutir sur demande également, de se désenrhumer sur demande et de faire le test du verre d'eau 100 ml en 10 secondes. Fait qu'on voit que c'est un peu différent du test de la gorgée que vous avez appris, mais ce test-là est également fait dans d'autres milieux. Vous voyez que est ajouté à ça l'inspection bucco-dentaire. Donc, on va aller regarder si les muqueuses sont saines, si la salive elle est en quantité suffisante, etc., s'il y a de l'écoulement salivaire, s'il y a des particularités indiquées. On va aller voir également les dents, si elles sont naturelles, tant en haut qu'en bas, donc supérieures et inférieures. Et s'il y a des prothèses dentaires, si oui, est-ce qu'elles sont ajustées ou mal ajustées? L'évaluation de la déglutition, justement, idéalement, ça se fait lors du repas. On indique donc la date, pas la date est déjà inscrite, mais l'heure de début et l'heure de fin. Donc, la phase, après ça, on note la phase d'anticipation, c'est-à-dire la personne, est-ce qu'elle ouvre la bouche? Est-ce qu'elle adopte une conduite qui est adéquate? Au niveau de la phase orale préparatoire, est-ce que sa mastication, elle est adéquate ou elle est plutôt lente? Est-ce que les aliments sortent de la bouche? Au niveau de la phase pharyngée, on va regarder si la personne a dégluti de façon adéquate ou si c'est plutôt lent. Si elle a des sécrétions par la suite ou des résidus post-déglutition. Si on poursuit maintenant avec les signes cliniques de fausse route, donc est-ce que la personne présente du désenrhumage pendant le repas? Est-ce qu'elle a de la toux pendant le repas ou pendant la prise de médicaments? Est-ce qu'elle a des changements vocaux, hein, la voix mouillée ou la dysphonie? Est-ce qu'on l'auscule? Puis s'il y a des bruits respiratoires anormaux ou si elle s'est étouffée? Donc, on regarde également l'autonomie à l'alimentation. Donc, est-ce qu'elle s'alimente seule, avec stimulation, avec aide partielle ou encore avec aide totale? Est-ce qu'elle s'hydrate seule, stimulation avec aide partielle ou aide totale? Si elle est capable de tenir ses ustensiles, son verre d'eau, si elle est capable de les apporter à sa bouche avec ses ustensiles, si elle est capable de porter aussi les liquides à sa bouche avec son verre. Quant à la posture, mais on va regarder la position. Est-ce qu'elle est bien assise sur une chaise ou c'est dans un fauteuil ou encore c'est assis dans le lit? Le positionnement du tronc, est-ce qu'il est droit ou elle a tendance à glisser ou à s'affaisser? Puis le positionnement de la tête, est-ce qu'elle est droite? Est-ce qu'elle est en hyper-flexion ou bien encore en hyper-extension?
Donc, l'environnement, est-ce qu'il y a des particularités lors du repas, pour la prise du repas? On a vu tantôt que ça pouvait avoir un certain impact. Et quand on fait l'analyse maintenant de l'interprétation, on va essayer d'identifier les sources de difficultés. Hein? Est-ce que c'est un manque d'attention? Est-ce que c'est le positionnement qui est inadéquat? Est-ce que c'est l'environnement qui est trop bruyant? Est-ce que la personne elle a des drôles de comportements alimentaires ou elle semble avoir un inconfort au niveau de la bouche? Ensuite de ça, il y a les types d'intervention. Donc, est-ce que j'ai fait une intervention immédiate? Donc, est-ce que j'ai tout de suite procédé à changer la texture des solides, la consistance des liquides? Est-ce que j'ai modifié le positionnement ou j'ai modifié l'environnement? Est-ce que je dois faire une demande de référence, soit à la diététiste, soit à la nutritionniste, ou bien encore à l'ergo? Puis, est-ce que j'ai besoin de consulter aussi soit le médecin ou la pharmacie? Donc, est-ce que j'ai un constat et j'ai des directives à indiquer au PTI ainsi qu'au plan de travail? Fait que vous voyez, c'est vraiment la capacité d'ingestion qui est formulée par l'infirmière dans le CIS Montérégie-Est. Donc, je vais terminer avec cette partie-là. Vous voyez qu'il y en a une aussi qui est interdisciplinaire quant à la capacité d'ingestion. Donc, ça vous donne une petite idée de comment les situations sont gérées en équipe interdisciplinaire. Donc, ça suffit pour ça. Ce que j'aimerais maintenant, je voulais vous montrer. Attendez un petit peu. Ah, c'est fermé, je crois. Donc, je vais l'ouvrir. Ça vous permettra de voir mon cheminement de toute façon en ligne. Ah, c'est pour ça. La session fait trop longtemps que c'est ouvert. Ah, au moins, ça s'ouvre la dernière page que je vous ai ouverte. Donc, dans votre gros volume, voyez 2013. Vous voyez que c'est le chapitre 15, dénutrition et dysphagie. Donc, c'est un petit peu avec ça là, que je vous ai tenu de façon audio. Et donc, vous voyez quand même la présentation du volume. Vous y avez accès également en ligne. Donc, je voulais vous indiquer peut-être juste un outil qui est fort utile. Pas très long. Ah, vous voyez que ici, on l'a parce qu'on l'a dans le petit voilier, mais ici, on l'a sur une seule page. Donc, ça c'est votre Nestlé ou bien non, le Mini Nutritional Assessment, le MNA. OK. Donc, qui a, au niveau du dépistage, il y a certaines questions auxquelles on doit répondre. On voit qu'il y a la circonférence ici du mollet, l'indice de masse corporelle, et on doit faire une certaine cotation en fonction de la question qui est posée ici. Est-ce qu'il y a eu une perte de poids récente? Est-ce que la personne a mangé ces 3 derniers mois par manque d'appétit, problèmes digestifs, des difficultés de mastication ou déglutition? Est-ce qu'elle a des problèmes neuropsychologiques, etc.? Donc, on poursuit. Ah, vous voyez que vous avez vos signes cliniques aussi pour détecter tant la dénutrition que la dysphagie. OK. L'outil que je voulais vous montrer, il est plus à la fin. On devrait y arriver bientôt. Juste, c'est vraiment très, très lent. Ça continue. Je vais vous inviter à aller le voir. En fait, c'est ça. Bon, c'est le tableau 15.7. C'est le programme d'alimentation et de collation. Donc, je trouvais quand même que c'était intéressant et ça fait le tour des informations que je vous ai un petit peu données. Donc, les consignes aux soignants, préposés et infirmières auxiliaires. Donc, que c'est préférable de se regrouper dans la salle à manger, assurer du confort du résident lors de l'activité des repas. On voit, hein, prothèse dentaire, lunettes, prothèse auditive,
active, il faut qu'il soit installé convenablement, hein, la personne avant et après les repas. Mettre et enlever le tablier seulement si c'est nécessaire, s'assurer d'un délai raisonnable, la propreté aussi de la personne après les repas, etc. Donc, ça ressemble tout à des consignes qui vous ont été présentées antérieurement. Fait que vous pourrez aller le voir, c'est dans votre voyer 2013 à la page 257. Fait qu'on va fermer ça ici. Maintenant, ce que j'aimerais vous présenter, vous vous souvenez que vous avez eu un lien par Mio via Martine là, qui vous envoyait le lien pour le petit voyer. Donc, dans le chapitre 11, vous avez l'hydratation et l'état nutritionnel. Donc, ici, vous avez les effets du vieillissement sur l'hydratation et la nutrition. Dans le cadre de cette activité clinique, ici, je vous ai présenté celle reliée à la nutrition. Vous avez l'examen clinique, mais là, cette fois-ci, c'est en situation aiguë. C'est les manifestations typiques et atypiques de la dénutrition qui vous ont également été présentées de façon audio et écrites de façon visuelle. Mais vous voyez que vous avez les pages ici en haut. Vous pourriez aller le relire dans votre petit volume voyer. Et je vous avais parlé qu'on ferait un anamnèse, donc quand il y a un malaise dominant de perte de poids. Je rappelle que la PQRSTU, telle que vous le faites d'habitude, c'est la méthode qu'on appelle dite du journaliste, mais avec notre clientèle qui a des troubles cognitifs, souvent on va aller, surtout si elles sont sévères, on va aller avec la méthode enquêteur. Donc, si on a un résident qui est avec une assez grosse atteinte cognitive, mais on va se demander qu'est-ce qui a provoqué chez M. X ou qui a aggravé ou augmenté la perte de poids de ce dernier. Puis, quelle pourrait être la cause de cette perte de poids-là? Chez ce monsieur-là, -là, qu'est-ce qui pourrait être la cause de sa perte de poids? Si on regarde le palier, ben, est-ce qu'on a pris des mesures qui semblent atténuer sa perte de poids? Oui, non, ça reste à voir. Il faut se poser nous-mêmes les questions ou regarder auprès des préposés ou des proches, qu'est-ce qu'il y en est? Ou faire une étude rétrospective du dossier. Quelles sont les manifestations de sa perte de poids? Donc, on va tenter de les énumérer. On les a nommées dans la présentation aussi. Puis, combien de kilos l'aîné a-t-il perdu exactement? Puis, est-ce que cela, on a dit que Q, ça touche l'impact fonctionnel chez nos aînés. Dans quelle mesure sa perte de poids, ça a influencé ses activités de la vie quotidienne, c'est-à-dire l'habillement, les soins d'hygiène, ses loisirs? Donc, c'est quand même assez important. Je ne ferai pas l'ensemble, mais je voulais quand même insister là-dessus et donc sur la méthode de type enquêteur. Si on poursuit, on a l'examen physique ici. Donc, vous vous souvenez, ça c'est pour la nutrition, donc l'inspection, les choses importantes à faire, les autres tests. C'est également dans votre volume petit voyer que vous avez ça, regardez à la page 299. J'avais pas pu vous montrer visuellement en quoi consistait la mesure de la circonférence brachiale. Donc, vous l'avez dans votre petit voyer 2017. Donc, souvent, il demande de plier son bras non dominant à angle droit, puis au niveau du coude, là, puis la paume vers le haut. Puis, on va mesurer la distance entre la surface acromiale de l'omoplate, surface de la saillie osseuse du haut de l'épaule, et le processus olécranien du coude, saisie osseuse du coude, à l'arrière du bras. Fait que si vous regardez, il y a ici et il y a ici. Puis, le point médian, dans le fond, ça va être là où est-ce qu'on va prendre la fameuse mesure. Donc, on peut faire une petite marque. Ensuite de ça, bien, on demande au patient ou à la résidente de laisser son bras pendre le long vraiment de son flanc, de son corps. Puis on va placer le mètre à la hauteur du point médian qu'on a installé sur la partie supérieure du bras. Puis on va serrer quand même fermement, mais sans pincer par contre. Puis on va laisser une petite marque pour voir la petite marque où est-ce qu'elle doit être. Puis on va ensuite mesurer en centimètres.
Fait que c'était ça pour ce qui est de la mesure de la circonférence brachiale. Donc ici, vous avez un peu le sommaire de l'administration puis de l'interprétation d'un MNA, donc du test MNA. Fait que c'est qui peut réaliser ça? Bien, c'est la majorité des professionnels de la santé, dont vous, les infirmiers et infirmières. À quel moment? Bien, ça, dans le fait, ça vise à repérer les aînés qui souffrent de malnutrition ou qui ont un risque de malnutrition. Puis comment? Bien, tout simplement, on va répondre aux questions. On l'a vu tantôt, là. L'interprétation, toutefois, je l'ai indiqué brièvement, mais vous l'avez ici. Donc, un score entre 12 et 14, c'est un état nutritionnel normal. Entre 8 et 11, c'est un risque de malnutrition. Puis entre 0 et 7, c'est une malnutrition qui est avérée. Donc, comme je disais tantôt, on l'avait là, dans le grand voilier au long. Ici, vous l'avez en petite section, mais c'est la même chose. C'est juste c'est en couleur. Donc, on va poursuivre tranquillement ici. Ici, vous avez quand même les particularités gériatriques de l'examen physique, tant pour l'hydratation et la nutrition. Pour aller jeter un petit coup d'œil. Des exemples de notre dossier et de PTI. Donc, encore une fois, là, si ça ne vous parle pas suffisamment, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil avec des idées de formulation de constats et des directives associées. Ici, on voit qu'ils ont marqué perte d'appétit et la directive associée, c'est exemple prendre le poids aux 7 jours, directive au plan de travail des préposés, puis encourager à prendre ses repas à la salle à manger, aussi une directive aux préposés. On voit qu'il y en a d'autres ici, là, stimuler à manger les collations à haute teneur nutritive, encourager la présence de proches lors des repas. Donc, ça, c'est pour la déshydratation et c'est pas mal terminé en ce qui a trait aux outils. Donc, espérant que ça vous a donné certaines informations pertinentes en ce qui a trait à la dénutrition et à la dysphagie. S'il y a quoi que ce soit, de toute façon, pour compléter en fait votre activité clinique, les questions et tout ça, bien, vous aurez juste à me contacter soit sur le forum Léa ou bien par Mio. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée.